8h08, vous écoutez toujours Bruxelles s'éveille. On est ensemble jusqu'à 9h. Comme annoncé, on retrouve à présent notre invité du jour. On a vécu au rythme des tensions irano-américaines ces derniers temps, des tensions sur fond de conflits idéologiques et militaires qui ne datent pas d'hier. On va tenter de comprendre les enjeux géopolitiques derrière ces frictions, surtout la question de l'arme nucléaire, avec notre invité Yannick Keo, directeur du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Yannick Keo, bonjour. Bonjour. Je vous présente Halima, ma co-animatrice, qui a quelques questions à vous poser. Oui, bonjour Yannick Keo, merci d'être avec nous. Alors première question un petit peu de but en blanc. Pourquoi ces tensions entre l'Iran et les États-Unis? Sur quel fond est-ce qu'elles s'inscrivent? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'idéologie, de l'économie, du militaire? Sur ces trois fronts, au départ, on trouve déjà un pays iranien qui est l'allié des États-Unis du temps du Shah d'Iran et un retournement de situation avec la révolution islamique qui coupe donc les États-Unis d'une source d'approvisionnement majeure. C'était en 74, 79 ? Oui, dans les années 70 en tout cas. Oui. Donc ça coupe et donc avant, ils étaient les alliés des États-Unis, avant cette révolution islamique. Non seulement ça coupe les États-Unis d'un accès à une réserve pétrolière assez importante, mais ça rapproche aussi l'Iran du bloc communiste à l'époque. Ça structure aussi une confrontation idéologique avec l'Arabie Saoudite, proche allié des États-Unis dans la région. D'accord. Et on voit tout un jeu donc, qui se multiplie, les enjeux idéologiques, avec un régime des ayatollahs très hostile envers les empires à l'époque, parce qu'on parle encore de ça, mais particulièrement l'impérialisme américain, pour reprendre le vocable des Iraniens. Et de l'autre côté, une dimension militaire avec la présence américaine dans le Golfe Persique qui s'est accentuée à partir de la guerre globale au terrorisme d'abord, la confrontation et l'invasion de l'Irak après. Mais bien avant ça, il y avait déjà eu la question de la première guerre du Golfe. Et justement, en parlant d'Irak, on a vu que ces tensions, ces derniers temps, elles se sont vraiment cristallisées en Irak. Le général Soleimani, il a été abattu en Irak. Les bases militaires américaines qui étaient visées par l'Iran, c'était en Irak. Pourquoi l'Irak finalement ? Pourquoi est-ce que ce territoire-là, il mêle ces tensions entre l'Iran et les États-Unis? C'est quoi le rapport? C'est une très bonne question, c'est très complexe là aussi parce qu'on remonte à une structuration sociale de l'Irak qui historiquement a aussi été un allié des États-Unis pendant très longtemps, a même fait une guerre contre l'Iran avec l'appui des puissances occidentales, jusqu'à se positionner finalement très rapidement après comme l'ennemi à abattre pour les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis avec cette invasion donc ce renversement de régime. C'était après les attentats de 2001 ça en particulier ou bien avant? Le lien avec le terrorisme était un peu farfelu à plein de niveaux. Il y avait un redécoupage d'une carte au Moyen-Orient qui s'est opéré de la part des États-Unis avec de sévères échecs, dans le sens où il ne s'agit pas simplement de remplacer un régime pour créer une ère de stabilité, que ce soit en Irak, que ce soit en tentative de renversement en Syrie ou en Libye, un chaos peut s'installer. Et dans ce chaos-là, il y a aussi des structures sociales qui sont très différentes, elles ne sont pas uniformes. Et sur ce plan-là, l'Iran a très bien instrumentalisé ses réseaux pour devenir un acteur majeur de la vie politique irakienne. D'accord. Et alors, pour en revenir plus globalement sur l'arme nucléaire, on le sait, l'accord de Vienne qui avait été signé de manière un petit peu victorieuse par Barack Obama avec l'Iran a été finalement annulé par Donald Trump, qui s'est retiré de l'accord de manière unilatérale. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, ça a vraiment ravivé les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce que Donald Trump s'est retiré? Quelle est finalement sa stratégie derrière ça? Et surtout, pourquoi est-ce que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire? Alors, je prends la dernière question d'abord. Pourquoi est-ce que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire? Il y a une structure de non-prolifération nucléaire. On établit entre citoyens du monde, entre guillemets, où la communauté internationale et les États se sont entendus sur le fait que la multiplication des acteurs possédant l'arme nucléaire est un facteur aggravant de risque, avec une arme quand même qui pose d'énormes dangers jusqu'à la survie de l'humanité, du moins dans des formes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc il y a un enjeu là-dessus très majeur, et les États-Unis sont en pointe sur ce combat contre la prolifération depuis toujours. Ils ne sont pas tout seuls. On l'a vu dans l'accord de Vienne, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs qui parlent d'une même voix. Oui, il y en a d'autres qui n'en pensent pas moins et sont très contents de dire oui, mais non, nous respectons quand même une forme de souveraineté nationale, mais qui sont tout à fait d'accord avec le fait que les États-Unis mettent la pression sur certains États pour empêcher d'avoir les armes nucléaires. Mais ce retrait-là, le retrait de Donald Trump, on le sait, n'a pas été soutenu par exemple par Macron, mais il n'a... Non, parce que l'accord de Vienne était un bon accord, c'était un des accords les plus contraignants
qu'on ait réussi à mettre en place pour empêcher un État d'accéder à l'arme nucléaire. Et on n'a pas pris le temps de lui donner une chance de fonctionner. Le problème de cette question de la non-prolifération nucléaire, c'est que ça demande une forme de confiance entre les États qui œuvrent à ce que de nouveaux acteurs n'aient pas l'arme nucléaire et ceux qui pourraient tenter de l'obtenir. Et la dénonciation des accords de Vienne a mis à mal cette confiance de beaucoup du côté iranien. Et c'est la galère pour essayer de ramener tout le monde autour d'une table de négociation et de se dire qu'il y a peut-être une autre alternative que l'accord de Vienne, même si cet accord-là était très bon au départ. Ouais. Surtout que pour le coup, on peut dire qu'il a fonctionné. En Iran, ça allait beaucoup mieux. Le niveau économique était un petit peu plus relevé. Il y avait des investissements. Et l'Iran a respecté sa part du marché, non ? Sur l'accord de Vienne, il n'y a rien qui permet de dire que l'Iran était totalement en dehors de cet accord-là. Il y a des interprétations un peu particulières sur les essais de missiles ou de ce genre de choses-là, mais grosso modo, on peut dire que l'accord fonctionnait globalement, mais il n'a pas eu le temps de faire ses preuves dans la durée. C'est dans la durée qu'on aurait pu voir s'il y avait une véritable efficacité de la part de cet accord-là. Et puisqu'on en parle beaucoup de cet accord de Vienne, est-ce que c'est pas finalement une grosse escroquerie ? Parce que l'accord de Vienne, l'idée, c'est de dire ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire n'ont pas le droit de l'avoir, en tout cas pour des fins militaires, mais ceux qui l'ont déjà la gardent. Donc ils maintiennent finalement ce leadership. Ils ne doivent juste pas encourager d'autres pays à l'avoir. Et donc ces pays qui l'ont déjà sont les 5 grands qu'on connaît déjà, qui ont le droit de veto, qui sont dans le Conseil de sécurité. Est-ce que ça maintient pas finalement une sorte de... Il y a une forme de statu quo. Alors il y a plus que 5 pays à avoir l'arme nucléaire, malheureusement. Il y a eu une prolifération nucléaire. C'est un équilibre qu'il faut trouver entre effectivement la préservation du statu quo aux avantages des puissances nucléaires, mais il faut les rappeler à leurs engagements, c'est-à-dire que dans le traité de non-prolifération nucléaire, qui est la pierre angulaire de la lutte contre la prolifération, il y a un engagement formel qui doit être celui des États qui possèdent l'arme nucléaire, c'est d'œuvrer à ce qu'il y ait un désarmement nucléaire, d'œuvrer à réduire le risque de désarmement nucléaire. Et sur ce point-là, les principales puissances nucléaires ont fait très très peu d'efforts depuis au moins l'effondrement de l'Union soviétique. Donc au contraire, même il y a une dénonciation de toute une architecture de gestion du risque nucléaire avec la dénonciation du traité ABM et dernièrement la dénonciation du traité INF par les États-Unis. On a besoin de reconstruire une structure là-dessus et on a besoin de préserver le peu d'accords qui restent de désarmement nucléaire, de contrôle du risque nucléaire. Surtout que certains États, vous l'avez dit, il y a plus que 5 pays qui ont l'arme nucléaire, notamment par exemple Israël, qui la possède sans forcément officiellement le reconnaître, mais qui ne signe pas cet accord et qui se trouve pourtant dans une zone, le Moyen-Orient, qui est instable à risque et qu'on considère justement que les pays dans ces zones-là ne devraient pas l'avoir parce que ça risquerait de provoquer une guerre. Pourquoi Israël, par exemple, est en position de l'avoir et de ne pas signer cet accord-là sans pour autant mettre à mal ses relations avec les États-Unis ? Là, il y a beaucoup de raisons historiques à cette question-là, des raisons sociologiques aussi, l'influence d'une communauté juive sur la politique américaine en est un, mais c'est pas le seul. Il y a aussi une multitude de guerres qui ont été menées par Israël à une époque où c'était systématiquement eux qui étaient les envahisseurs et les envahis, et avant de se transformer en colonisateurs de manière un peu dramatique. C'est une région dans laquelle on essaye de gérer un risque très élevé de prolifération nucléaire. Parce qu'à partir du moment où vous avez un acteur autre qu'Israël, parce qu'aujourd'hui c'est bien entendu quand même que ce pays est une puissance nucléaire, malgré les dénégations un peu ridicules parfois des autorités de Tel Aviv, il y a de véritables difficultés là-dessus. Si on voit l'Iran, si on entrevoit la possibilité d'un Iran nucléaire, difficile de penser qu'on aura beaucoup de leviers sur l'Arabie Saoudite, difficile de penser que la Turquie va rester regardée. La Turquie est un pays qui est au stade pré-nucléaire, il ne manquerait pas beaucoup de maîtrise, de technologie pour être capable de développer une bombe nucléaire, ce qui poserait énormément de difficultés. C'est déjà un pays qui déploie des armes nucléaires, mais des armes nucléaires américaines dans le cadre de l'OTAN. On aurait des crises assez sévères, diplomatiques au moins, et puis avec de fortes pressions économiques. J'en profite pour rappeler que ce genre de crise existe aussi entre alliés, entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Au moment où le Royaume-Uni a lancé son programme nucléaire avec l'intention de l'obtenir et l'a finalement obtenu, les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Royaume-Uni étaient très mauvaises, c'était exécrable. Et une dernière question pour terminer. Est-ce que finalement on peut dire, sans trop prendre de risques, que ces accords sur l'arme nucléaire s'inscrivent quand même sur fond d'alliances, de jeux économiques, militaires, de ressources naturelles? Ce n'est pas uniquement... c'est de façade, cette idée de dire on va maintenir la paix. Il y a quand même pas mal de mécanismes qui se cachent derrière. Alors,
Les mécanismes sont pas toujours les mêmes. La question des ressources, de l'économie pour la Corée du Nord, par exemple, en termes de risque de prolifération, disons que l'attractivité de l'économie nord-coréenne n'est pas très élevée pour les États-Unis, pour le dire publiquement. Pour la question du Moyen-Orient, c'est très différent, mais fondamentalement, c'est pas l'option ou c'est pas l'enjeu prioritaire, cette question économique sur l'Iran. Vraiment, le risque nucléaire en soi est suffisamment grand pour que ce soit la top priorité de la part des chancelleries. Mais est-ce que c'est pas un peu le comble de dire ça alors que les États-Unis sont à ce jour le seul pays qui a utilisé la bombe nucléaire de manière effective? Mais c'est qu'on n'en veut pas qu'il y en ait d'autres, hein. C'est ça. Mais ce sont eux qui l'ont utilisé, ce sont eux aujourd'hui qui décident qui peut l'avoir, qui ne peut pas, qui sont les maîtres de l'échiquier finalement. Ils ne décident pas qui peut l'avoir ou qui peut pas l'avoir, parce que s'ils avaient décidé cette question-là, il y aurait que à l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Alors ils savent très bien que la technologie nucléaire est une technologie quand même qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Faire une arme nucléaire, tout le monde sait comment on doit faire une arme nucléaire. Maîtriser les différentes étapes qui mènent à faire une arme nucléaire, c'est pas si simple que ça. Et là-dessus, il y a un accord de la communauté internationale, des puissances nucléaires, oui, mais pas que. De beaucoup de pays qui, par exemple, ont renoncé à la perspective d'obtenir une arme nucléaire et qui sont tout à fait préoccupés par ces questions-là et qui sont prêts à eux aussi exercer des pressions pour éviter que d'autres acteurs aient des armes nucléaires. On n'y pense pas aujourd'hui, mais un pays comme la Suède était tout proche d'obtenir une arme nucléaire lorsqu'il a définitivement renoncé à son programme nucléaire. Il y a beaucoup de dimensions comme ça. Oui. D'accord. Merci Yannick Keo. Voilà, je vous remercie Yannick Keo. Je rappelle que vous êtes directeur du GRIP, le groupe adjoint. Directeur adjoint du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.